Eh ben, le gabion est implanté donc, dans les Hautes-Alpes, c'est au nord de Marseille, à 250 km. On est quand même un peu éloigné d'une grande ville. On est au fond d'une vallée, près de cette rivière qui est la Durance, et les sommets autour sont à peu près à 2700 mètres d'altitude. Voilà. Donc, ce bâtiment, je vais vous en parler plus longuement, puisque c'est un bâtiment qu'on a construit avec des salariés en insertion, qui fait 200 mètres carrés sur 3 niveaux et qui est construit avec ce que l'on appelle au départ une volonté d'architecture de cueillette. Donc, qu'est-ce que c'est que le gabion? En fait, on a trois activités. Donc, au départ, on était surtout sur le patrimoine, hein, et on est venu assez naturellement à la construction écologique à partir du patrimoine, parce que dans le bâti ancien, on est vraiment très proche de ce que l'on appelle aujourd'hui la construction écologique, avec l'utilisation de matériaux locaux, de l'environnement même du chantier. Et puis, on a un petit secteur d'expérimentation. On a travaillé en particulier sur les enduits, les enduits plâtres, les enduits de terre, des choses comme ça. On a ces activités avec deux publics. Un public de salariés en contrat aidé. Ce sont des personnes qui sont en difficulté, soit professionnelles, soit de santé, des fois des problèmes de justice, que nous accueillons comme des salariés. Et bien qu'ils ne soient pas du bâtiment, nous faisons avec eux des chantiers de bâtiment. Et puis, nous avons une activité de formation où là, nous accueillons des stagiaires sur des formations longues. Et nous avons en particulier créé, avec deux autres centres de formation, un diplôme qui s'appelle ouvrier professionnel en restauration du patrimoine et un diplôme ouvrier professionnel en éco-construction. Nous avons aussi créé, avec d'autres centres de formation, un diplôme qui s'appelle maçon terre crue. Donc, vous voyez, nous accueillons sur notre centre Le Gabion à peu près 60 stagiaires par an. Et bien que ce soit des formations du niveau CAP, BEP, sur ces formations, nous accueillons beaucoup d'ingénieurs, d'architectes, et le niveau moyen est à peu près de Bac+3, mais nous accueillons aussi des jeunes qui sortent sans qualification sur ces mêmes formations. Le critère de recrutement étant essentiellement le projet professionnel. Nous sommes aussi à l'origine d'une fédération qui s'appelle Éco-Construire, qui regroupe maintenant bientôt une vingtaine de centres de formation professionnelle à l'éco-construction en France, et qui commence à être reconnu, puisque on a des grands groupes comme Bouygues et Vinci qui commencent à venir vers nous sur les questions de formation. Bon, juste un petit clin d'œil. Donc, pourquoi l'association Le Gabion? Dans nos montagnes, les gabions sont des ouvrages poids qu'on fait avec les matériaux qu'on trouve sur place. Donc là, en l'occurrence, des troncs d'arbres et des pierres, et dont la durée de vie correspond au temps nécessaire pour que la nature reprenne le dessus. Et donc, il y a un petit clin d'œil avec le côté social également. Donc, hop là, je vais un petit peu vite. Donc, en chantier avec nos salariés, nous avons fait, par exemple, les menuiseries de l'abbaye de Boscodon. Nous avons beaucoup travaillé sur la restauration de moulins, aussi bien sur les machines hydrauliques que sur les bâtiments. La restauration de cabanes, c'était des cabanes pour rentrer les moutons et les protéger des loups. C'est un petit patrimoine qui commence à être vraiment intéressant, et on vit du tourisme, et les touristes sont très friands du passé. On a refait des toits en ardoise en refabriquant les ardoises pour garder les savoir-faire.
Et dans la construction neuve, on s'est au départ beaucoup impliqué sur la brique de terre. Donc là, vous voyez une réalisation où on a utilisé des briques de terre pour éviter d'avoir une charpente, en fait. En formation, donc, la particularité de nos formations, c'est de former les gens de manière pluridisciplinaire. C'est des formations où on voit en même temps le travail de la pierre, le travail des enduits chauds, des enduits de terre, des enduits plâtres, où on pense que les enduits plâtres, les enduits de terre, pardon, que vous voyez ici, par exemple, sont une façon d'amener les professionnels du bâtiment vers l'éco-construction. Les enduits de terre sont quelque chose qui est facile à réaliser et on peut aussi bien partir de la terre du site que de la terre du commerce. Aujourd'hui, on a un matériau qui nous semble intéressant. Le plâtre est aussi un matériau qui nous intéresse beaucoup, et en particulier les mélanges terre-plâtre. Voilà, donc des réalisations avec des briques de terre. Je pense que nous voulons travailler beaucoup à la revalorisation du travail manuel. En France, le travail manuel est très déconsidéré. Tous les parents poussent leurs enfants à faire des études poussées pour devenir médecin, ingénieur ou architecte, entre autres. Et nous, on pense que pour être un bon manuel, il faut une intelligence, il faut être capable de s'adapter, de créer, et que un artisan qui crée son entreprise est quelqu'un qui a autant de responsabilités et de possibilités de développement et de réalisation dans son métier que dans bien d'autres métiers. En tout cas, c'est ce que nous cherchons au travers de la revalorisation du travail manuel. On a aussi, si vous voulez, dans tous ces travaux qui sont réalisés avec des personnes en insertion, un côté social. Je pense que quand on parle de bâtiments, il faut penser aussi donc aux emplois qui sont créés, à essayer aussi de faire monter en compétences les entreprises et les salariés. Et je pense que le bâtiment est un lieu où il doit y avoir un travail d'équipe, et ce qui sous-entend une socialisation et une mixité sociale. On se pose aussi des questions sur l'intensité sociale. Les moyens modernes nous permettent des gains de productivité. Est-ce que ces gains de productivité, on peut en utiliser une partie pour confier du travail motivant et intéressant aux entreprises, pas seulement à couler du béton, pour caricaturer. Alors, au niveau de la formation, des formations que nous organisons, donc les gens sont formés à la fois à la charpente, comme je l'ai dit, aux enduits, aux techniques, et donc avec une approche pluridisciplinaire et une approche avec un tiers de temps en entreprise, et on exige que chaque stagiaire, pendant sa formation, passe au minimum dans 6 entreprises différentes. Donc, il y a là un lien très fort avec l'entreprise. Oui, des questions aussi qu'on se pose. On est de plus en plus maintenant sur la formation où on nous demande de déboucher sur de l'emploi le plus rapidement possible. Pour nous, derrière un métier, il y a toute une culture qui est aussi importante et qu'il ne faut pas oublier. L'implication de tous, ben oui, encore une fois, je pense que si on peut
imaginer les projets de construction en amont avec les entreprises et les personnes qui vont réaliser les travaux, je pense qu'on a plus de chances de réussir. Parce que si on confie à une entreprise suite à un appel d'offres, un travail qu'elle ne connaît pas ou qui ne la motive pas, le résultat n'est pas forcément garanti. Alors, les reconstructions écologiques, pour nous, ça nous semble une évidence parce que les ressources sur Terre sont finies, qu'on voit bien que le réchauffement climatique aujourd'hui n'est plus une question, mais un problème. Et le bâtiment, en tout cas en France, est responsable d'à peu près 40% de la consommation d'énergie et de 25% de dégagement de gaz à effet de serre. Et donc, c'est un secteur où on doit évoluer. Alors, c'est très compliqué parce que le secteur du bâtiment, c'est des grosses entreprises, c'est des gros marchés. Et donc, voilà, est-ce possible? Bah, écoutez, nous, on a essayé de le faire à notre échelle et c'est ce que je vais essayer de vous montrer rapidement. Donc, sur ce bâtiment, donc, il fait 200 mètres carrés sur 3 niveaux. On a donc un bâtiment qui est au rez-de-chaussée, qui est un atelier avec une dalle en terre battue, avec la terre du site, qui est uniquement posée sur un hérisson de pierre, avec la volonté donc, que les remontées d'humidité, au contraire, traversent la dalle sur une grande surface. On a simplement une chape d'usure de 4 cm d'épaisseur qui est composée avec du ciment et de la terre, et de la chaux aérienne, hydraulique, pardon, NHL 3.5. Voilà. Les murs sont avec les pierres de l'Adurance. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première diapo, elle coule à peu près à 80 mètres du bâtiment. Et donc, on avait des pierres sur place. La structure porteuse est en mélèze, c'est un bois très local qui est très intéressant en termes de construction. C'est un bois très durable. Et donc, la structure de notre bâtiment est réalisée avec les bois de la scierie d'Embrun même, des bois qui proviennent de 30 km alentour au maximum. La dalle de l'étage est une dalle en bois-béton collaborante et là, je pense que une des particularités qu'on a aussi dans nos formations, comme on aborde plusieurs techniques, on aime bien mélanger les techniques pour essayer d'avoir les avantages des unes et des autres. Je vous reparlerai un petit peu après des dalles bois-béton collaborantes. L'isolation des murs, des toitures et des cloisons est faite en paille, en bottes de paille ou en paille. Les enduits intérieurs et extérieurs sont en plâtre ou en plâtre de terre. Et là, on a fait pas mal d'expérimentations et de recherches parce que de faire dans les Hautes-Alpes des enduits terre-plâtre en extérieur, ce n'était pas gagné d'avance. On a donc des murs et des plafonds chauffants avec de l'énergie solaire thermique et un chauffage d'appoint avec une chaudière au coffin à pellet. Alors, ce qui me semble important de dire ici, c'est que ce qui est important au-delà des matériaux qu'on utilise, c'est le système constructif. Par exemple, si je prends l'exemple des murs, on a donc des murs où à l'intérieur, on a une botte de paille. De chaque côté, on a un enduit qui est un enduit terre-plâtre. Comme les enduits sont en terre-plâtre, le plâtre présente plusieurs intérêts. C'est qu'il bloque le retrait de la terre dès qu'il a fait sa prise. Donc, au bout on prend des plâtres qui sont retardés 2-3 heures. Au bout de 2-3 heures, les enduits sont figés. Comme ils sont figés rapidement et qu'il n'y a pas de retrait, on peut mettre de très grosses épaisseurs en une seule place. Donc, au niveau de la mise en œuvre, c'est très performant. Et comme on a mis en intérieur du chauffage, donc des gaines multicouches pour le chauffage solaire,
on a l'épaisseur des gaines en plus, donc on arrive à des enduits qui font 6-7 cm d'épaisseur et du coup qui ont aussi une capacité de stocker de l'inertie de notre chauffage. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble qui fonctionne bien parce qu'on a de la paille, on a envie de les protéger de l'incendie, donc le mélange terre-plâtre va bien. On est à la montagne, dès que le plâtre a fait sa prise, on est hors gel, etc., etc. Je peux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pour bien montrer que au-delà des matériaux, c'est la complémentarité des matériaux qui nous semble aussi être importante à avoir et donc d'avoir une bonne connaissance des avantages et des inconvénients des uns et des autres. Bon, la dalle en terre battue, ben, en fait, on a fait une dalle sur hérisson et la dalle est tirée donc avec une terre foisonnée et elle est comprimée avec une dalle tout simplement. La charpente, donc on a fait, comme vous le voyez peut-être ici, le mélèze est un bois de petite section, donc pour gagner sur la résistance à la charge et à la flexion, on fait ce qu'on appelle des poutres moisées, qui fait qu'on peut prendre la hauteur de l'ensemble et non pas la hauteur de chaque poutre, et donc on double à peu près la résistance en faisant cela. Oui, je vous parlais des dalles en bois béton collaborant. C'est une technique qui nous semble intéressante. Alors là, sur les photos que vous voyez, on a utilisé des briques de terre pour faire des voûtins. Mais sur la technique, on peut aussi bien mettre, ce qui est peut-être plus facile, des planches de plancher pour faire un coffrage perdu. En fait, le voûtin ne sert qu'à recevoir le béton. Et là, on est dans cette technique-là, on est sur des couches de béton, uniquement une couche de béton de compression, donc de 6 cm, 6-7 cm au maximum. Et c'est une technique qui permet de faire des dalles de très grande portée pour des dalles béton, puisque en utilisant la résistance à la traction du bois et à la compression du béton, et en mariant les deux avec des connecteurs qui sont en fait des tubes métalliques qu'on enfonce avec une scie cloche, on arrive à des dalles de plus de 10 mètres de portée assez facilement. Là, vous voyez la dalle que vous voyez ici, elle fait presque 6 mètres de portée et la section des poutres est simplement de 13 cm par 13 cm. Une technique qui est développée par un ami qui s'appelle Alain Marcom, qui me semble intéressante, c'est une technique de mélange terre-paille qui est coffrée. Donc en fait, Alain réalise une ossature bois. Cette ossature lui permet de fixer des planches de coffrage et dedans, il met un mélange de terre-paille. Donc la paille est trempée dans une barbotine de terre. Et ensuite, c'est des enduits chauds extérieurs. Alors, il est dans la région de Toulouse et ça me semble intéressant parce qu'avec des murs qui font à peu près 50 cm d'épaisseur, on a un bon compromis avec à la fois de l'isolation et de l'inertie. Et donc, en termes de confort, on a quelque chose qui fonctionne bien. Ben, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on s'est intéressé à la construction paille et il s'est réalisé, du coup, je pense, beaucoup par mimétisme et un petit peu par les formations que nous avons faites, pas mal de constructions en paille. Donc ça, c'était une étude qui remonte à plus de 10 ans. On était à 112 maisons de paille en région PACA. Je pense qu'on en a pas mal en plus aujourd'hui. Et puis, on voit que ben, les grandes entreprises et les gros projets se sont aussi intéressés. Là, vous voyez par exemple une salle municipale qui est une salle polyvalente qui peut à la fois faire terrain de basket, théâtre, salle de concert, et où les murs sont en bottes de paille avec des enduits plâtres suite au travail que nous avons fait sur notre bâtiment.
Là, ce sont aussi d'autres bâtiments en bottes de paille. Donc là, avec un hangar pour une entreprise, et puis des groupes scolaires qui ont été réalisés avec des projets à 17 millions d'euros, donc utilisant essentiellement de la paille et du bois, quoi, avec donc des tests au feu, etc. Peut-être aussi des maisons préfabriquées en Hollande où René Dallmeyer est capable, parce qu'il travaille en ville, de monter, alors c'est un petit immeuble, mais il prévoit l'acheminement des camions avec tout ce qui est nécessaire par niveau. Donc ça veut dire que dès qu'il a fait un plancher, il met tout ce qui est seconde œuvre, le carrelage, les salles de bain, la plomberie, etc. Et ça lui permet de livrer un immeuble en une semaine, ce qui est assez remarquable. Donc, ben, je pense que, bon, là, je vais aller très vite, mais comment dire, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à baisser au maximum les dégagements de gaz carbonique qui sont liés aux opérations de construction. Dans les années passées en France, l'effort a surtout porté sur la maîtrise des énergies, en essayant d'améliorer l'isolation et de développer des méthodes de production d'électricité alternatives, donc solaire, éolienne et autres. Et nous pensons qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut aussi regarder les matériaux, donc utiliser si possible des matériaux qui stockent du carbone, comme les fibres végétales, comme le bois, ou des matériaux qui ont des bilans, je dirais, quasiment neutres, donc comme la terre, et en particulier la terre si elle provient du site même du chantier, quoi, hein, voilà. Donc, ben, on a pas mal de documents, de films techniques sur notre site internet, si ça vous intéresse. Voilà, j'ai... bon, je pense que ça implique aussi de travailler avec les occupants. Je pense là plus à la restauration du bâti existant. Et donc, pour le bâti existant, nous préconisons aussi d'avoir un regard sur des zones et de non pas de considérer le bâtiment dans son ensemble, mais d'essayer de penser à des zones de confort. Ça peut être l'injonction d'une véranda sur une maison, ça peut être le fait de changer de bien isoler le séjour et peut-être moins les chambres, des choses comme ça. Voilà, donc avoir une réflexion sur les économies de manière à les rendre réalistes, parce qu'on voit bien que en France en tout cas, la rénovation du bâti existant et en particulier de la maison individuelle ou même des appartements en ville ne démarre pas, alors que c'est certainement là où il y a le plus d'économies à faire. Et c'est parce que quand on envisage des rénovations globales, c'est intéressant si on peut le faire et faites-le si vous pouvez, mais la plupart du temps, les gens n'ont pas les moyens de l'aborder malgré les aides et du coup, ils ne font rien et c'est dommage. Voilà, je vais en rester là peut-être pour répondre à vos questions. Et je pense, ben, avec cette dernière diapo, dire qu'il faut commencer avec les enfants. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire.